Bienvenue de retour sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'Europe vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Si vous avez manqué cet épisode, dépêchez-vous d'aller dans la playlist pour le regarder, puis revenez ici. Mais aujourd'hui, nous allons explorer la période vers 200 avant Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de changements au cours de ces 3 siècles, mais certains des peuples que nous avons vus précédemment continuent à vivre de la même manière. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons mettre l'accent sur les peuples qui ont connu les changements les plus significatifs, y compris les nouvelles cultures qui apparaissent sur notre carte d'aujourd'hui. Commençons par le nord, dans les îles britanniques. Vers 200 avant Jésus-Christ, les Bretons du sud et du centre formaient des sociétés hiérarchiques dirigées par des rois. Ils cultivaient des céréales, élevaient du bétail et produisaient des monnaies d'or inspirées des Gaulois, en adoptant le style artistique de l'Athènes pour les armes et les bijoux. Plus au nord, les ancêtres des Pictes habitaient des brocs en pierre et des maisons souterraines. Ils étaient marqués par des tatouages corporels et une forte résistance aux influences extérieures. En Irlande, les Gaëls ancestraux vivaient en clans tribaux. Ils valorisaient les lois orales, la poésie épique, les razzias de bétail et une métallurgie sophistiquée du fer et de l'or, dans un monde où l'honneur et le prestige guerrier étaient essentiels. Passons maintenant aux vastes forêts et plaines du nord de l'Europe centrale. Là vivaient des tribus germaniques, descendantes des peuples proto-germaniques que nous avons vus dans les épisodes précédents. Elles se divisaient désormais en sous-groupes de peuples aux caractéristiques communes. C'étaient des peuples guerriers et agriculteurs organisés en clans familiaux, dirigés par des chefs choisis pour leur bravoure. Les Suèves dominaient de vastes territoires entre le Rhin et l'Elbe. Ils étaient connus pour leur mobilité et leurs combats acharnés avec de longues lances. Les Angles et les Saxons occupaient la péninsule du Jutland et les côtes voisines. Ils se consacraient à la pêche, à l'élevage et aux incursions maritimes, tandis que les Lombards vivaient dans le Bas-Elbe, avec des traditions de migration et de loyauté envers le roi élu. Des tribus comme les Ruges commerçaient l'ambre dans la Baltique, et les Goths commençaient à se former dans le sud de la Scandinavie. Les Vandales habitaient la Silésie, les Burgondes le Haut-Rhin, les Hermindures la Thuringe en contrôlant les routes commerciales, et les Jutes partageaient la vie maritime avec les Angles et les Saxons. Unis par la langue proto-germanique, les cultes à Wodan et Thor, les assemblées populaires et une société qui valorisait l'honneur, la loyauté au clan et le pillage, ces tribus formaient un monde dynamique et agité, prêt à transformer l'Europe dans les siècles suivants. Parlons maintenant des populations celtiques. Elles dominaient de vastes régions de l'Europe occidentale, vivant en sociétés tribales guerrières avec des forts sur collines, une agriculture mixte et une riche tradition métallurgique dans le style Athènes. Les Delges, au nord-est de la Gaule actuelle, formaient une puissante confédération de tribus comme les Nerviens et les Délovaques. Ils étaient connus pour leur bravoure extrême, leur résistance farouche aux Romains et l'usage de chars de guerre ainsi que d'infanterie lourde. Les Gaulois proprement dit occupaient le cœur de la France moderne, avec des tribus comme les Arvernes, les Édouans et les Sécanes. Ils étaient organisés en villes fortifiées appelées Oppida, où ils produisaient des monnaies, un artisanat sophistiqué et maintenaient des druides comme leaders spirituels et politiques. Plus à l'ouest, les Vénètes étaient des navigateurs experts. Ils contrôlaient le commerce maritime atlantique avec de grands navires en chaîne et une flotte redoutée. Sur la péninsule ibérique, les Astures et les Cantabres habitaient les montagnes du nord-ouest. Ils vivaient de l'élevage, de l'exploitation minière et de guerres de guérilla contre les voisins et les Romains, célèbres pour leur indépendance farouche et leur tactique d'embuscade. Les Lusitaniens, dans le centre-ouest ibérique, se distinguaient comme bergers guerriers agiles, avec des lances courtes et de petits boucliers. Ils étaient plus tard dirigés par des chefs comme Viriath, tandis que les Celtidaires, dans l'intérieur de l'Espagne, mélangeaient traditions celtiques et ibériques, créant des armes en fer de haute qualité et formant des armées disciplinées qui défiaient tout envahisseur. Ancêtres des anciens Illyriens, les Dalmates habitaient la côte et de la mer Adriatique. Dans la région montagneuse des Balkans occidentaux actuels, ils formaient des tribus guerrières organisées en clans forts et indépendants. Ils vivaient dans des oppidas fortifiés sur les collines, se consacraient à l'élevage pastoral, à la piraterie maritime et au commerce de sel, d'ambre et de métaux. Leur société hiérarchique était dirigée par des rois et des chefs tribaux. Ils étaient connus pour leur bravoure farouche, l'usage de lances courtes, de boucliers ovales et de tactiques de guérilla en terrain difficile, résistant avec ténacité à toute tentative de domination extérieure. Vers 200 avant Jésus-Christ, le royaume de Macédoine,
sous la dynastie des Antigonides, connaissait un déclin après les guerres contre Rome. Bien qu'il conservât encore une armée puissante avec la célèbre phalange macédonienne et contrôlât des territoires en Grèce continentale, le royaume souffrait d'interventions romaines croissantes et de pertes territoriales. Le roi Philippe V affrontait des conflits constants avec Rome, qu'il avait vaincu à la bataille de Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ, lui imposant des conditions de paix sévères, démantelant sa flotte et limitant son influence. La société macédonienne restait guerrière et fière de l'héritage d'Alexandre le Grand, mais le pouvoir royal était affaibli, préparant le terrain à l'annexion totale à Rome dans les décennies suivantes. À propos de Rome, la République romaine s'était transformée de manière spectaculaire depuis environ 500 avant Jésus-Christ, lorsque, vers 509 avant Jésus-Christ, les Romains renversèrent la monarchie étrusque et établirent la res publica, un système gouvernemental basé sur l'équilibre des pouvoirs pour éviter les tyrannies, avec le Sénat comme conseil d'anciens avis qui orientait les politiques étrangères et financières. Initialement limité au Latium et aux environs, Rome s'étendit vers des conquêtes en Italie centrale et méridionale, intégrant des alliés latins et italiques dans une confédération, mais les guerres puniques contre Carthage, en particulier la deuxième guerre punique terminée en 201 avant Jésus-Christ, apportèrent de vastes territoires d'outre-mer, dont la création de la province d'Hispania Citerior au nord-est de la péninsule ibérique, riche en mines d'argent et base pour de futures campagnes contre les tribus locales. En même temps, les guerres macédoniennes menèrent à l'intervention en Épire, une région grecque conquise après les victoires sur Philippe V de Macédoine en 197 avant Jésus-Christ. Elle fut intégrée comme protectorat et ouvrit la voie à l'hellénisation romaine. La société romaine était organisée en classes sociales rigides, les patriciens avec une aristocratie héréditaire, et les plébéiens qui formaient la majorité ordinaire, des magistrats élus annuellement comme les consuls commandaient les armées et présidaient le Sénat, les préteurs s'occupaient de la justice et les questeurs des finances, tandis que les assemblées populaires comme les comices centuriates votaient les lois et les élections, en priorisant le bien commun sur l'individu. Les coutumes romaines mettaient l'accent sur la virtus, c'est-à-dire le courage et l'honneur. Les familles patriarcales étaient dirigées par le paterfamilias qui contrôlait les biens et les décisions. Des rituels religieux polythéistes honoraient des dieux comme Jupiter et Junon dans des temples et des fêtes publiques. La vie quotidienne était marquée par le port de la toge comme symbole civique, l'apparition des bains publics et une alimentation basée sur le pain, le vin et l'huile d'olive. Quelque chose de très courant chez eux était le soi-disant « salut romain », généralement accompagné d'expressions comme « ave », qui signifie « salut » ou « bonjour ». Cette coutume s'est popularisée sous différentes formes au cours de l'histoire, y compris des modifications qui suscitent de grandes polémiques, principalement à cause du tableau, le Serment des Horaces, créé en 1784 par Jacques-Louis David. L'armée, composée de légionnaires citoyens disciplinés en manipule flexile, évolua d'une milice saisonnière vers une force professionnelle, avec des tactiques comme la phalange adaptée et le pilum comme arme emblématique. C'est ici que naît l'histoire des langues latines. Le latin provenait de racines indo-européennes parlées par les peuples latins dans le Latium depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Il évolua d'un dialecte rustique influencé par l'étrusque et le grec vers le latin classique utilisé dans les inscriptions et la littérature, avec des variations régionales qui donnèrent plus tard naissance aux langues romanes comme l'italien, le portugais, l'espagnol et le français, diffusés par les conquêtes romaines. Pendant longtemps, le latin n'était utilisé que par les personnes détenant plus de pouvoir et de prestige, et la formation des langues latines modernes est directement liée aux dialectes locaux parlés par des personnes ayant moins d'influence, qui inventaient des argots et de l'informalité. Avec cela, nous terminons notre voyage à travers l'Europe de 200 avant Jésus-Christ, un continent en pleine transformation. Laissez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre de l'histoire de l'Europe. À la